Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire un petit cours d'automatique échantillonné sur l'identification paramétrique hors ligne d'un système. On a un système devant nous, on aimerait connaître son identification, c'est les paramètres du modèle pour pouvoir après ensuite faire le correcteur. Donc quand on est en continu, en fait on sait faire l'identification pour des systèmes du premier ordre. On va pouvoir déterminer le gain statique, c'est la valeur finale, moins la valeur initiale sur la variation de l'entrée. On va pouvoir identifier la constante de tantôt avec les tangentes à l'origine, 63%. Bref, dans d'autres vidéos, j'ai expliqué des méthodes là-dessus. Pour le deuxième ordre également, il y a des méthodes qui existent pour présenter ça. Par contre, voilà, quand on est en discret, on n'a pas forcément accès à ces signaux-là. Et en plus, si on a un système d'ordre 2, 3, enfin plus que 2, on n'a pas vraiment de méthode, en tout cas on continue pour le faire. Et en discret, il y en a une. Donc on va la présenter ici. Donc le problème, ça va être comment identifier d'autres types de systèmes que les ordres 1 et ordre 2. Donc pour ça, en fait, on va repartir de l'équation récurrente sur les systèmes échantillonnés. Donc on a d'abord notre système continu, qui est défini par des équations différentielles. Dans le cadre ici de la vidéo, on va se prendre les systèmes continus linéaires. Et donc on a une équation différentielle à coefficient constant. Donc on a alpha n, la dérivée énième de la sortie, plus blabla, etc. Jusqu'à alpha 1 plus la dérivée de la sortie par rapport au temps, plus la sortie qui est égale à des coefficients fois les différentes dérivées d'entrée. Ça, c'est en continu. On a vu dans d'autres vidéos en fait qu'on peut décrire cette transmittance, enfin passer de ce système en discret et obtenir sa transmittance, sa fonction de transfert en discret, qu'on va pouvoir mettre sous la forme d'un numérateur, B1, Z-1, etc. jusqu'à Bm, Z-n, sur un dénominateur 1 plus A1, Z-1, etc. On va, de là, on peut déterminer l'équation récurrente qui va nous donner que la sortie à un instant K, c'est des coefficients fois la sortie aux instants d'avant, K-1, K-2, K-3, etc. Plus des coefficients fois l'entrée aux instants K-1, K-2. J'ai pas mis ici l'instant K, parce qu'en généralement les systèmes ne peuvent pas réagir tout de suite, on a toujours au moins un échantillon de retard. Donc c'est au moins la valeur de l'entrée à l'échantillon d'avant. Et en fait le but de cette vidéo ici, c'est de montrer comment on va pouvoir identifier les termes A1, A2, AN, et pareil pour B1, B2, Bn. Donc tout d'abord, en fait, si je reprends l'équation récurrente, on a l'échantillon à l'instant, la sortie à l'instant K, donc qu'on peut exprimer en fonction de la sortie aux instants précédents et les entrées aux instants précédents. Si je rajoute une deuxième équation, si je peux calculer également la sortie à l'instant K-1 à partir des mêmes coefficients A1, AN, etc. Sauf que je vais prendre les échantillons de sortie aux instants d'avant et pareil pour les entrées. Comme ça, je peux aussi calculer K-2, etc. Et en fait, tout ça là, je vais pouvoir le mettre en fait sous la forme d'un vecteur. Ici. Donc je peux mettre la forme d'un vecteur qui va être égal à une matrice composée des instants, des mesures de la sortie aux instants précédents et des entrées qu'on a imposées. Donc une matrice ici fois nos coefficients ici du système qu'on cherche à identifier. Donc en fait, on va pouvoir mettre ce système-là sous la forme V, la mesure, égale une matrice M fois θ, θ les paramètres qu'on va chercher à identifier. M et V vont contenir les échantillons de sortie pour V, les échantillons d'entrée et sortie pour M. On va prendre un petit exemple pour essayer de poser un petit peu les choses. On sait que notre système est un premier ordre. Donc on applique un signal d'entrée EK et on récupère ces valeurs-là pour la sortie. Donc on a un signal EK qui fait 0, 1, 1, 2 et un signal de sortie qui fait 0, 0, 1,2, 1,2. Comment on peut identifier ce système? Donc on sait que le système est un premier ordre. Donc si vous avez compris, vous pouvez faire pause à la vidéo et essayer de le faire. Je vais vous donner la solution tout de suite. Donc on sait que le système est un premier ordre. Donc il va être de la forme Bz-1 sur 1 plus Az-1. Ça c'est la transmittance du système. On sait qu'elle va avoir cette forme-là. Le but c'est de trouver B et A. On obtient l'équation récurrente. SK c'est moins A, SK-1 plus B, EK-1. On peut calculer de la même façon SK-1 qui est égal à moins A, SK-2 plus B, EK-2.
Et donc ces deux équations-là, on peut la mettre sous la forme d'une égalité matricielle. On a un vecteur, le vecteur V de tout à l'heure, SK, SK-1, la matrice, avec les coefficients des sorties et d'entrée aux coefficients K-1 et K-2, fois les coefficients A et B. Donc si je reprends, si je regarde ce qui se passe par exemple à l'échantillon 3, je vais avoir la sortie à l'échantillon 3, la sortie à l'échantillon 2, et ici pareil, les sorties et les entrées à l'échantillon 2 et échantillon 1 fois les coefs. Je remplace, et si je veux les coefficients A et B, j'ai qu'à inverser cette matrice ici, et la multiplier par le vecteur. Et ça va me donner ces coefficients-là, moins 0,583 et 1,2. On obtient donc ces valeurs-là, et on peut se dire, voilà, j'ai fait l'identification, tout se passe très bien. Alors ça, c'était quand on a des mesures qui ne sont pas bruitées. Si vous avez un modèle parfait, des modèles bruits, enfin, pas de bruit, rien, on obtient ces valeurs-là, qui sont à peu près proches des valeurs que j'avais mis en simulation pour faire ce test-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si elles sont bruitées? Alors j'ai mis un petit bruit, pas grand-chose, à peu près de l'ordre de 5%, même un petit peu moins. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un 25, finalement, j'aurais mesuré 1,2, et au lieu d'avoir un 80... au lieu d'avoir 1,2, j'aurais mesuré un 25, et au lieu d'avoir 1,9, j'aurais mesuré un 85. Donc plus ou moins 0,05. Donc même pas 5% de bruit. Je reprends la formule de tout à l'heure, je fais mon calcul, et je vais obtenir un moins 0,48 et un 1,25. Voilà. Donc si je regarde sans bruit, je n'ai pas mis de bruit, j'obtiens moins 0,58 et 1,2. Avec du bruit, on a moins 0,48 et 1,25. Donc on a quand même une sacrée différence, notamment sur A. B, on peut tolérer peut-être que ça marche, mais vraiment A, on a du 0,1 d'écart dessus, pour une valeur qui est entre 0,4 et 0,5, enfin 0,4 et 0,6. Donc c'est quand même assez embêtant, pour un bruit qui est que de 5%. Je le rappelle, c'est pas énorme. Donc en fait, le bruit va avoir un grand impact sur cette identification, sur cette méthode-là. Donc la question c'est comment on va faire pour gérer ce bruit et avoir une identification qui peut marcher comme. Donc en fait, si on rajoute des données pour atténuer l'effet du bruit, pour lisser un peu l'effet du bruit, comme on peut dire, on aura une matrice M qui sera plus carrée. Donc elle ne sera pas inversible. Donc on ne peut pas résoudre le problème. Ce qu'on va faire, c'est on va recourir à un processus d'optimisation. On va essayer de trouver les coefficients qui vont minimiser quelque chose, donc minimiser notamment l'écart entre le système mesuré et le système identifié. Et c'est ça que je vais vous présenter tout de suite. On va définir plusieurs choses. Donc EK-1 c'est la séquence d'échantillons en entrée du système. SK-1, etc. c'est la séquence d'échantillons en sortie du système. Donc la séquence précédente, on est à l'instant présent. SK, c'est la sortie réelle du système ici qu'on va mesurer. Et S, chapeau K, c'est la sortie d'un modèle qu'on va identifier. Donc ici on a les données réelles, et nous on va essayer d'identifier ce qui est ici. Epsilon K, c'est avec l'erreur entre le système réel, donc SK, et le modèle identifié, S chapeau K. Le but, ça va être de minimiser cette erreur sur l'ensemble des échantillons d'un signal. Donc trouver les coefficients AI, BI qui vont minimiser la somme sur tous les échantillons K de epsilon au carré. K. Donc ce signal d'erreur, on peut le calculer, on peut le mettre sous la forme matricielle. On va avoir l'erreur qui va être égale à SK, la mesure, moins la valeur qu'on aura avec le modèle identifié, qu'on a vu tout à l'heure, donc les échantillons d'entrée précédents, fois les coefficients. Donc de là, on va avoir ça. Donc cette erreur, ça va être S moins M fois θ, où S représente le signal d'erreur, S et S θ, epsilon et θ représentent le signal d'erreur et le signal de sortie mesuré. On va chercher à minimiser, donc le critère devient donc finalement, ça va être l'erreur, ce signal d'erreur, ce vecteur d'erreur transpose fois l'erreur. D'accord, donc on va avoir ce signal-là. On cherche à minimiser ce critère par rapport aux paramètres du système à identifier, par rapport au vecteur θ. Comment on va essayer de trouver le minimum d'une fonction? Ça c'est un peu vrai partout, le minimum d'une fonction, d'un critère, ça va être là où la dérivée va s'annuler. Donc pour savoir où est le minimum, pour trouver le θ minimum, il va falloir trouver la dérivée, calculer la dérivée et l'annuler pour savoir où sont les paramètres minimaux. Donc la valeur du critère sera minimale si la dérivée par rapport au paramètre s'annule. Donc c'est-à-dire que si la dérivée du critère par rapport au paramètre est égale à 0. La dérivée du critère par rapport au paramètre,
c'est S moins M.θ. Et là, du coup, vous allez me dire, mais finalement, on va retomber sur la même chose. On est dans le même problème que tout à l'heure. Sauf que, voilà, il faut avoir conscience, finalement, qu'on veut minimiser quelque chose. Avant, c'était une égalité pure et dure. Maintenant, en fait, on n'a pas assez de paramètres pour mettre une égalité. Donc, on va essayer de minimiser quelque chose. Et en fait, on aura toujours une matrice qui ne sera pas carrée. Mais, en fait, pour résoudre ce problème S moins Mθ égale 0, on peut recourir à la pseudo-inverse de Moore-Penrose, que je vais présenter tout de suite. Donc on peut écrire que θ c'est m+, c'est comme ça qu'on écrit la pseudo-inverse, fois le vecteur S. Alors, la pseudo-inverse de Moore-Penrose, en fait c'est une matrice, m+, qui va vérifier que m+, fois m égale à l'identité, tout simplement. La particularité en fait de cette matrice-là, c'est qu'elle va minimiser la norme du vecteur θ quand on essaie de résoudre ce problème-là. Quand on essaie de résoudre notre problème qu'on a là, en fait, S égale S moins Mθ égale 0. Si on écrit θ égale m plus fois S, en fait, on va essayer de minimiser la norme de ce vecteur-là. C'est-à-dire d'avoir les coefficients dans le vecteur θ les plus faibles possibles. Cette pseudo-inverse, en fait, m+, on va la calculer comme étant m transpose fois m moins 1 fois m transpose. On voit très bien ici que si on rajoute un fois m ici, on va avoir m transpose fois m moins 1 et exactement ici le m transpose fois m ici. On a l'inverse fois une matrice fois son inverse, qu'on a bien l'identité. Voilà, ça c'est la pseudo-inverse. On va essayer de l'utiliser un petit peu. Alors, on va la regarder un petit peu d'abord avant de l'utiliser. Comment elle est calculée. Donc il ne faut pas oublier, là, c'est que cette matrice M, elle est composée de variables réelles, mesurées, donc forcément bruitées. Il est évident en fait que la valeur des paramètres θ donnée sur un unique jeu de données, elle sera un petit peu perturbée par ce bruit. Et il va falloir trouver des solutions pour justement faire que le bruit soit le moins perturbant possible. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est faire plusieurs jeux de données. On va lancer 10, 15, 20, 100 tests, 100 fois le même test. Le bruit, globalement, aura un effet moyen à peu près nul. Et en faisant la moyenne, on espère pouvoir trouver les paramètres qui sont les plus proches possibles. Ça, on va le démontrer juste après. Donc ça va faire diminuer le biais. Mais c'est pas suffisant. Il y a une raison que je vais présenter tout de suite. C'est qu'on va avoir un biais, on va dire, supplémentaire là-dessus. Et je vais vous l'expliquer là. Si je reprends la pseudo-inverse, donc c'est m transpose m moins 1 fois m transpose. On va prendre un exemple, une matrice 2 lignes, 3 colonnes, avec A, B, C, D, E, F dedans. Si je veux calculer rien que ce terme ici, m transpose m, je vais donc prendre m transpose, donc ça devient ACE, BDEF fois ABCDEF, la matrice ici. On va avoir 4 coefficients, delta 1, delta 2, delta 3, delta 4. Delta 1, on va avoir le coefficient A fois le coefficient A, plus que le coefficient C fois le coefficient C, plus E fois E. Et donc on va bien avoir du A carré, plus C carré, plus E carré sur notamment tous les termes ici de la diagonale. Donc on va avoir des termes au carré. Des termes bruités au carré. Donc on va avoir du bruit au carré. Et ça va nous poser problème. Je vous préfère un petit exemple ici. Si on prend des bruits blancs, voilà, tout simplement. Derrière des bruits qui ont un spectre réparti uniformément au niveau des fréquences. On vient de démontrer avant en fait que dans cette matrice M, quand on va calculer la pseudo-inverse, c'est pareil qu'on va multiplier ici, mais on va avoir des termes qui vont être au carré. Si on regarde le bruit blanc, ici, on voit qu'il y a une valeur moyenne qui est à peu près nulle. Donc sur ça, j'ai pris 5000 échantillons issus de bruit. On a une valeur moyenne qui est à peu près nulle. Maintenant, ce bruit blanc, si je l'élève au carré, forcément les termes positifs, positif fois positif, ça va rester positif. Mais les termes négatifs, négatif fois négatif, vont aussi devenir positifs. Donc en fait, ce bruit blanc au carré va forcément n'avoir que des valeurs positives, voire nulles, mais au moins que des valeurs positives. Donc si vous faites sa valeur moyenne, elle sera forcément positive. Même sur 1 million, même sur une infinité d'échantillons, sa valeur moyenne sera positive. Donc elle ne sera pas nulle. Donc on peut faire autant d'essais qu'on veut, faire la moyenne, on aura forcément toujours un offset dessus. Donc l'utilisation de la pseudo-inverse de Moore
Penrose, c'est une solution à ce problème-là, au problème donc S moins mθ égale 0. On a vu que quand tu as une donnée bruitée, on va avoir un biais, un offset constant, qu'on ne pourra pas enlever. Il y a d'autres solutions à ce problème. Au problème donc S moins mθ égale 0. Sachant qu'on connaît S, on connaît M, on connaît θ. Enfin, on cherche θ. Donc j'ai rappelé ici que la pseudo-inverse, en fait, si on utilise la solution avec la pseudo-inverse, on va écrire θ, c'est M transpose M moins 1 fois M transpose fois le vecteur S. On peut également considérer la solution suivante, en fait. On peut considérer une autre valeur θ, alors θ VI, parce que c'est la méthode aux variables instrumentales, qui est une matrice M différente, qui a la même taille que M, une matrice MVI transpose fois M, le tout moins 1 fois MVI. Si on a cette matrice ici, on va avoir un θ qui va être différent, forcément, mais on peut se débrouiller en fait pour que cette matrice MVI fois cette matrice M ne donne pas de bruit au carré. C'est ça un peu l'idée du chose. Donc MVI, c'est une matrice de même dimension que M. C'est ça les propriétés qu'il faut que ça ait. Et il faut que forcément MVI transpose fois M soit inversible. Sinon on ne peut pas faire cette inverse ici. Donc on voit bien ici, au lieu d'utiliser la pseudo-inverse de Moore-Penrose, on voit bien ici que si je reprends ce terme ici, donc c'est-à-dire MVI transpose fois M, le tout moins 1, fois MVI transpose fois M, on trouve bien l'identité ici. Donc ça prouve bien que cette formulation-là de la solution marchera aussi. Maintenant, comment on calcule cette matrice MVI? Donc là, le vecteur θVI, on appelle ça une estimation en fait aux variables instrumentales, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cette matrice MVI, en fait, on va la construire en partant de la matrice M, tout simplement. On a la matrice M, je vous rappelle, c'est les échantillons de sortie précédents et les échantillons d'entrée précédents, rangés comme ça. La matrice MVI, en fait, on va tout simplement faire, on va décaler les colonnes qui sont en lien avec la sortie. L'entrée, en généralement, on va considérer qu'elle n'est pas bruitée, parce que c'est nous qui l'imposons, donc on ne va pas rajouter du bruit, ce serait un petit peu bête. On va tout simplement décaler ici la sortie, les colonnes de la sortie, d'un cran. Donc ça veut dire, au lieu de commencer par l'échantillon moins SK-1, on va commencer par SK-2. Et cette ligne-là, cette partie de ligne-là, elle va se retrouver à la fin. Tout ça, du coup, on va pouvoir, quand on va faire l'inverse, on va multiplier du bruit par la valeur précédente du bruit. Donc, je vous ai remis ici la représentation du bruit blanc. La représentation d'un bruit blanc au carré, donc on voit bien qu'il est forcément que positif. Mais si je prends ce bruit blanc, je le multiplie par l'échantillon précédent, étant donné que si c'est un bruit blanc, il n'y a aucune corrélation entre la valeur du bruit à un instant d'avant ou l'instant d'après, et ben on va voir quand même que la valeur moyenne de ce bruit va être nulle. Donc comme ça, on va pouvoir en fait un petit peu gérer le problème du bruit. Maintenant, comment on fait pour faire ça? Comment on relève ces échantillons d'entrée et de sortie? Comment on fait ça? Donc tout d'abord, il va falloir faire le choix de la période d'échantillonnage. Alors, dans les méthodes d'avant, donc on a vu l'asservissement, la période d'échantillonnage, ça peut impacter sur la stabilité, ça peut impacter sur le prix du correcteur, etc. Ici, quand vous allez faire l'identification, c'est pour vous en servir concrètement pour avoir un correcteur derrière. Donc l'identification, elle doit être faite à la même fréquence, à la même période d'échantillonnage que vous allez faire la correction. Parce que les coefficients, si vous regardez les tables de transformés, dedans il y a le TE qui intervient. Donc si vous faites une notification pour un TE, si vous changez de TE, les valeurs seront différentes. Donc je rappelle juste que si vous prenez un temps d'échantillonnage trop court, vous aurez beaucoup d'informations, ça veut dire que vous allez devoir calculer vite, c'est-à-dire que vous allez devoir payer un correcteur cher. Si vous en prenez trop, si votre période d'échantillonnage est trop longue, vous n'aurez pas assez d'infos et vous n'arriverez pas à gérer le système, et ici vous n'arriverez même pas à l'identifier, à comprendre un peu comment il marche. Alors, il faut s'arranger aussi quand on va faire l'identification, c'est essayer d'avoir entre au moins 3, 3 c'est vraiment un minimum, moi je dirais entre 5 et 10 points sur le temps de montée du système. Maintenant, quel type de signal on va mettre? Quand on était en continu, on va mettre un créneau, un échelon, et on connaît, on a des trucs standards. En discret, on va essayer en fait d'aller étudier le comportement à toutes les fréquences. Donc on pourrait mettre
en idéalement un bruit blanc sur toutes les fréquences, un signal échantillonné qui correspondrait à un bruit blanc, sauf qu'un bruit blanc, malheureusement, on ne sait pas le faire. C'est impossible à créer. Il est toujours borné, on ne peut pas avoir la même amplitude en fréquence sur toutes les fréquences. Donc on va essayer de s'approcher de ça, mais on sait qu'on ne l'aura pas. Donc on peut utiliser, alors c'est la méthode que je vais présenter ici, c'est une ESBPA, séquence binaire pseudo-aléatoire. Donc en gros, vous aurez deux états, comme en binaire, un état haut, un état bas, et aléatoirement, l'entrée qui va venir exciter le système, le mot c'est vraiment le mot exciter le système pour aller exciter toutes les fréquences possibles, hein, pour pouvoir identifier tout le comportement du système. Donc on va avoir un état haut, un état bas qui va changer alternativement, soit ça va rester, soit ça va changer. C'est ça qu'on appelle une USBP. Comment on la fabrique concrètement? En général, alors soit vous avez un petit algo qui le fait, soit vous avez une logique combinatoire qui va le faire. On va faire avec un registre à décalage et une petite registre. On va prendre un registre, ici il a 5 valeurs, et on va prendre un ou exclusif. Un top d'horloge, en fait, on va prendre ces 5 valeurs ici, on va faire le ou exclusif, ça va nous donner une valeur. Et au top d'horloge suivant, on décale tout ça, c'est-à-dire qu'x1 va devenir x2, x3, le x5 va être la sortie, et la valeur du ou exclusif va re-rentrer. Et comme ça, on va pouvoir avoir aléatoirement des choses qui vont changer. Alors chaque cellule va correspondre ici à un bit, 0 ou 1. À chaque période, forcément, les registres vont se décaler. Alors si vous avez un grand nombre de registres, vous serez le plus proche possible d'un bruit blanc. Par contre, il faut, si c'est câblé, on va dire, ça va prendre de la taille sur la carte. Si c'est dans un logiciel, dans du code, ça va prendre un petit peu de temps à calculer. Mais voilà. Le nombre de registres, en général, c'est entre 4 et 11. 4, c'est vraiment le minimum. Au 11, on commence à être quand même assez proche, sachant que le plus important, je pense, c'est vraiment la période d'échantillonnage. Si votre période d'échantillonnage vous permet d'avoir accès à la dynamique du système, ça me paraît quand même préférable que d'avoir un grand nombre de registres. Une fois qu'on a ça, la première chose à faire, c'est on va vérifier que le système il est linéaire. D'accord? Le calcul va toujours vous donner des résultats. Tout le temps. Mais il va falloir se poser la question, est-ce que ce résultat il veut dire quelque chose? Donc en général, quand on essaie de faire une notif, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que le système il est linéaire? Donc pour ça, une méthode, alors ça c'est si le système il est gentil, on va dire, c'est qu'on va mettre un signal en marge d'escalier, en entrée. Donc l'entrée ici sera en bleu, on met un signal en marge d'escalier, tac 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 tac, et la sortie c'est le signal en rouge. Donc on voit bien ici que avant d'arriver à un certain seuil, notre sortie elle bouge pas. Ça veut bien dire que de 0 à 0,1, 0,2, il ne se passe rien. Donc concrètement, on a une saturation, une non-linéarité. Frottement sec ou autre. Et ici, au-dessus d'un autre seuil, on n'augmente plus. Ça veut dire qu'on a une saturation. Donc une fois qu'on a fait cet essai-là, on va pouvoir obtenir une caractéristique statique du système. Donc ici, j'ai fait une caractéristique vraiment idéale. Et on voit que notre système il va être linéaire entre 0,1 et 0,9. Donc on va essayer de faire l'identification entre ces bornes-là. J'ai pris un exemple. Alors, on va utiliser un signal SBPA entre 0,5 et 0,6. L'état bas il est à 0,5, l'état haut il est à 0,6. Donc on va avoir ici l'SBPA qui va arriver comme ça. On a notre système qui réagit. Alors il faut faire attention de ne pas trop considérer les premiers échantillons parce que finalement on a une valeur moyenne au signal ici. Cette valeur moyenne, c'est comme si on avait une constante, et donc il faut le temps en fait que le transitoire pour cette constante soit établi. Donc on va attendre un petit peu que le régime soit vraiment bien établi pour venir faire l'identification ici. Donc on a ça. Alors comment on va être comme on est en régime linéaire, les offsets, les valeurs moyennes, en fait elles n'ont pas d'importance. On est en variation. Quand vous calculez le gain statique d'un système, vous faites une variation. C'est la variation de sortie sur la variation d'entrée. Donc là, c'est pareil. Donc en fait, on peut se ramener à des signaux qui vont être centrés. En général, c'est plus facile. C'est-à-dire que notre SBPA, on va la ramener, elle était entre 0,5 et 0,6. On va la ramener à 0, entre moins 0,05 et plus 0,05. Et le signal de sortie, du coup, lui, c'est pareil, on va lui enlever sa valeur moyenne. Alors pourquoi on fait ça? Si vous avez des grandes amplitudes, en fait, vous allez vite avoir des problèmes de précision numérique. Si vous avez 1000 plus 10 moins 6,
Si vous avez tout le temps 1000 et vous avez des variations voilà, en 10-6, j'exagère volontairement le trait. Mais en gros, voilà, c'est le 1000 qui va vous écraser tout et les variations, vous ne les verrez pas. Donc il faut vraiment s'intéresser sur les variations, donc on essaie d'avoir une valeur moyenne nulle. Voilà. Donc, maintenant on va faire un petit exemple. Donc je vais vous montrer les résultats des exemples que j'ai fait. Donc on va considérer peu de bruit. Si on fait l'identification sur une partie du signal, donc sur un seul essai, on va obtenir des paramètres estimés qui vont être ceux-là, donc moins 0,74 et 0,77 pour ce système-là. Et donc ici sur ces graphes-là, j'ai représenté le système réel en rouge et le système identifié que j'ai donc j'ai superposé. Idéalement, il faut que les deux courbes se superposent. Donc là, on voit qu'on a très peu de bruit. Finalement, c'est pas les valeurs réelles et les valeurs identifiées. Valeurs réelles, on a 74,08 identifié 74,09 et pour B 0,77,75 et 77,80. Donc on peut dire quand même l'identification elle est pas mal. Maintenant, on va regarder ce qui se passe si la sortie elle devient un petit peu bruitée. Pas énormément, mais juste un petit peu plus. On voit déjà que les valeurs ici, elles s'éloignent un peu plus de la valeur qu'on voulait avoir. Et on voit surtout que quand on essaie de rejouer le signal, quand on superpose le système réel, système identifié, on a un petit écart. Donc ça déjà, c'est pas tout. Alors, si on fait la moyenne sur 30 SBPA, finalement, j'ai envie de dire, l'essai que j'ai fait ici, il fait partie des meilleurs essais. Quand je fais 30 SBPA, apparemment j'ai des essais moins bons, donc quand je vais faire la moyenne, je suis encore plus loin. J'ai vraiment cet décalage constant qui est dû au fait qu'on a du bruit blanc au carré, donc on ne pourra pas faire mieux. Si la sortie maintenant elle est fortement bruitée et que je fais qu'un seul essai, donc on voit vraiment ici qu'on est super loin de la valeur qu'on est censé avoir. Si je fais 30 essais, on voit forcément ici qu'on ne s'améliore pas beaucoup en fait finalement, parce qu'on a toujours ce bruit au carré qui vient nous embêter. Maintenant, je vais vous présenter les résultats. Donc ça c'était avec la méthode de Moore-Penrose, quand on fait la pseudo-inverse de Moore-Penrose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on fait, on va dire la pseudo-inverse, le calcul, en utilisant les variables instrumentales. C'est-à-dire la matrice, on a la matrice MVI, on décale les sorties par rapport à la matrice M. Donc quand on est légèrement bruité, voilà, on n'est pas trop mal, comme tout à l'heure finalement. On arrive à avoir quelque chose. Quand on commence à être un petit peu bruité, qu'on a 30 et qu'on commence à augmenter le nombre de tests qu'on fait, à faire la moyenne, on se rapproche, on est pas mal, on est plutôt sympa. Maintenant, quand la sortie elle est fortement bruitée, là, j'ai juste fait un test et j'ai obtenu ce résultat-là. Il n'est pas terrible, il n'est pas super bon. Gain statique, il devrait être à peu près à 3, vous voyez qu'on est clairement en dessous. On est quand même meilleur que tout à l'heure, mais on n'est pas très bon. Maintenant, si je fais 30 fois à l'essai et que je fais la moyenne des coefficients A et B, on voit, alors je suis passé au-dessus, c'est pas très important ici, on voit qu'on s'en rapproche un petit peu. Tout à l'heure, on avait une erreur, on va dire de 0,4. Là, on a une erreur qui est à peu près à 0,2 sur le gain statique. Encore une fois, ici, le gain statique, on ne le voit pas vraiment. Mais on a une petite erreur. Maintenant, si je dis je ne vais pas prendre 30 SBPA, je vais en faire 100. Je lance 100 fois le test. Bon, on ne peut pas le faire à la main, mais ça se fait de façon numérique en programmant sans trop de problème. Et on obtient vraiment une courbe qui est superposée ici, qui est très très bien. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer finalement que cette courbe-là, sur cet petit exemple ici, ça permet quand même de voir que ces variables instrumentales, finalement, si on sait faire la pseudo-inverse de Moore-Penrose, il suffit juste de créer une nouvelle matrice, de décaler les lignes, et on a quand même des résultats bien mieux, juste en décalant les lignes. Après, il faut comprendre pourquoi, le fait qu'on ait ce bruit blanc en carré qui nous embête quand on est sur la pseudo-inverse de Moore-Penrose, qu'on appuie ici, parce que finalement, il n'y a aucune corrélation entre du bruit et le bruit à l'instant d'avant. Voilà. En conclusion, en fait, avec cette méthode-là, en fait, on va pouvoir identifier des systèmes d'ordre quelconque et avec des retards quelconques. En général, ce qui va se passer, quand on ne connaît vraiment pas le système, on va commencer avec des identifications avec des ordres faibles, et puis on va augmenter petit à petit. On va essayer de reconstruire comparer les résultats théoriques et réidentifier, on va dire,
et les manips, et puis au bout d'un moment, quand ça colle bien, ça veut dire qu'on a à peu près estimé l'ordre du système. Voilà, c'est un peu empirique, mais généralement c'est comme ça qu'on fait. Pareil, le retard, quand on observe que les coefficients numérateurs ils tendent vers 0, on va essayer de dire finalement nos coefficients, il y a peut-être un retard, donc on les supprime, on relance le calcul. Voilà, donc la méthode par variable instrumentale, en fait, elle permet vraiment de s'affranchir du bruit en moyennant les résultats sur plusieurs séquences. Alors soit vous prenez une séquence très très longue, généralement c'est pas trop ce qu'on fait, soit on essaye vraiment de faire plusieurs séquences, généralement aussi pour soumettre le système, imposer le système à avoir des temps de repos pour revenir dans un fonctionnement normal aussi. Voilà, donc l'idée c'est que ces méthodes là, on va dire, elles sont beaucoup plus génériques, faut pas dire vachement dans une vidéo, c'est pas bien, elles sont beaucoup plus génériques parce qu'en fait on peut dire mon système il a autant de retard que je veux et quel ordre que je veux, et en plus on peut s'affranchir du point. Voilà, j'espère que ça a été à peu près clair. Voilà, dans les prochaines vidéos on va attaquer un petit peu les correcteurs un petit peu plus, on va dire, pas exotiques mais un peu plus efficaces, qui permettent de faire vraiment des choses que les correcteurs discrets peuvent pas trop faire. Puis je vais vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.